Bonjour à tous, merci à l'ISFER pour l'invitation. Ravi d'être là pour à peu près 45 minutes, c'est ça, pour essayer de décrypter à peu près la conjoncture. On ne va pas tout dire, mais on aura à la fois, tous ces transparents, tous les slides, ils seront à votre disposition si vous le souhaitez. Donc je ne vais peut-être pas tous les commenter, mais en tout cas vous aurez l'information. Et ensuite, je vais passer assez vite sur un certain nombre de points, mais on pourra en discuter si vous voulez pendant le cocktail. Je dis rien sur le titre. Normalement, si ma présentation est suffisamment claire, vous allez comprendre au fur et à mesure de la présentation pourquoi je pense qu'on est en train de sortir du low cost, mais que cette sortie de ce modèle-là va avoir un certain nombre de prix que l'on va voir ensemble. Donc avant de regarder cette sortie du modèle low cost, allez, le grand panorama aujourd'hui de la situation, allez, depuis 2019. Donc vous voyez, si on met tout le monde au même niveau en 2019, où on en est 5 ans après la crise sanitaire, 3 ans après l'invasion de l'Ukraine, vous voyez, c'est le PIB cumulé. Vous voyez que comme d'habitude, les États-Unis caracolent en tête. Les États-Unis sont à plus 12 quand la zone euro n'est qu'à plus 5,3, allez, plus 5%. Ça, c'est un fait commun. Après chaque crise, d'accord, les États-Unis surperforment par rapport à la zone euro. Et même, vous voyez, aujourd'hui, tous les rapports, que ce soit le rapport Draghi en Europe, l'État en Italie, Jean Tirole pour la France, font le même constat. Il y a un décrochage de l'Europe et à chaque crise, ce décrochage s'amplifie. Et même, vous voyez, notre prix Nobel dit l'Europe est même quelque part en danger de mort si ça continue. Alors, on verra pourquoi. Et généralement, ce qui est mis en avant sur ce décrochage, c'est on a un problème d'investissement. Les États-Unis investissent massivement et beaucoup plus que l'Europe. Et en plus, les États-Unis investissent dans les high-tech alors que nous, on reste dans le middle-tech, c'est-à-dire un peu dans la vieille industrie. Et c'est ça qui serait le facteur explicatif du décrochage pour ces prix Nobel. Bon, ce qui est intéressant, j'en dirai peut-être un peu plus tout à l'heure, c'est que ce que fait Donald Trump, d'accord, c'est exactement l'inverse de ce que préconise Tirole ou Draghi. C'est-à-dire que globalement, ce qu'il est en train de dire, c'est on va arrêter le high-tech et on va refaire du middle-tech, on va refaire de l'industrie, d'accord, avec les droits de douane, mais j'en dis pas plus, que je reviendrai sur la guerre commerciale. Comme d'habitude, d'accord, donc l'Europe décroche par rapport aux États-Unis et comme d'habitude, la France est un élève moyen de la zone euro. Ça, moi, j'y tiens parce qu'on entend souvent dire l'inverse. On entend souvent dire que la France, c'est l'élève malade de la zone euro. Non, vous voyez, la France fait plus 4,8 quand l'Europe fait plus 5,3. Vous voyez, en 5 ans, c'est à peu près, on est dans la moyenne. Donc, vous voyez, ça, c'est les deux faits communs. Mais ce qui est détonnant pendant cette crise, c'est qu'habituellement, la zone euro décroche, mais l'Allemagne surperforme et les pays du Sud sous-performent. Et bien là, c'est l'inverse. D'accord ? C'est le seul point un peu discordant par rapport aux crises précédentes, c'est qu'on voit que les deux gros pays qui s'en sortent le mieux en zone euro, c'est l'Espagne et l'Italie. D'accord ? Qui était l'élève malade, l'Italie de l'Europe. Et l'Allemagne qui surperformait, fait 0. 0 en 5 ans, pas de croissance économique en 5 ans. Ça va être extrêmement important tout à l'heure quand on va parler un peu de budget. Vous voyez, c'est peut-être un petit espoir pour la France, d'accord ? C'est que habituellement l'Allemagne, 5 ans après la sortie de la crise, puisqu'ils surperforment, ils demandent à tous ces pays partenaires de réduire les déficits et de se lancer dans de la rigueur budgétaire. Là, il va faire l'inverse, d'accord ? L'Allemagne va faire une relance parce que la situation n'est pas du tout une situation commune. Point tout de même pour essayer de comprendre ces divergences. Si maintenant je regarde que la France, vous voyez, il y a des écarts entre les pays, mais il y a aussi au sein de la France des écarts entre secteurs. Ça, je pense que c'est quand même important. Vous voyez, on fait pas plus 5. Vous voyez, quand vous allez quand le ministre de l'économie va sur France Inter et dit en fait tout va bien, on est en croissance économique, ça peut faire du mal aux oreilles de certains chefs d'entreprise. Si ces entreprises sont dans l'énergie. Vous voyez, aujourd'hui, le secteur de l'énergie est à moins 6. Donc d'ailleurs, premier point quand même, pourquoi j'ai mis 6,6 pour la moyenne, c'est que vous voyez, le plus 5, c'était le PIB, donc il y a aussi le public dedans. Là, si je me concentre que sur le secteur privé, on est à plus 6,6, le privé a surperformé par rapport au public. Mais au sein de ce privé, vous avez un secteur qui surperforme, les services, plus 9, mais après, vous voyez, l'industrie est à 0. Il n'y a pas de croissance aujourd'hui dans le secteur de l'industrie manuf. L'énergie est à moins 6, la construction à moins 4 quasiment. Donc vous voyez, on ne peut pas considérer que tous les secteurs vont bien aujourd'hui. Il y a des secteurs qui sont encore en récession, c'est-à-dire qui produisent moins aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Quand maintenant je regarde le moral des chefs d'entreprise, pour commencer à faire un peu de prévision, vous voyez, quand on est à 100, d'accord, c'est que le moral
les chefs d'entreprise pensent qu'on est dans une situation normale de l'économie. Vous voyez, ce qui, moi, m'étonnait jusqu'à l'an dernier, c'est que le moral était très élevé. Les chefs d'entreprise, quel que soit le secteur, même les secteurs qui étaient en récession, d'accord, les chefs d'entreprise répondaient à ces questions en disant non mais en fait tout va bien, même mieux qu'une situation normale. Étonnant. Pourquoi elles disaient ça? Elles disaient ça parce que les carnets de commandes étaient pleins. Elles n'arrivaient pas à produire, mais elles avaient vendu. Donc elles avaient vendu massivement, elles ne produisaient pas parce qu'elles avaient deux problèmes. Problème d'approvisionnement, difficulté de recrutement. Donc il y avait des gros problèmes d'offres, pas de problème de demande. Quand on est dans ce contexte-là, même s'il n'y a pas de croissance, les chefs d'entreprise gardent le moral en disant mais ça va revenir. Bon ben regardons, ça s'est effondré. Maintenant on est dans une situation en dessous de la normale. Alors pourquoi? Est-ce que c'est les problèmes d'offres qui ont continué à être extrêmement importants? Donc ça, vous avez les problèmes d'approvisionnement dans le monde. Comment ça se lit? C'est-à-dire que globalement, dès qu'on est à un écart type, c'est-à-dire dès qu'on est ici, c'est qu'il y a des ruptures des chaînes d'approvisionnement. Donc habituellement, quand il y a une catastrophe naturelle, hop, on affranchit, on tire le signal d'alarme en disant attention, problème d'approvisionnement. Vous voyez, Trump 1, quand il a commencé à mettre ses barrières douanières, c'est un peu monté. Bon, on n'a pas franchi le cap des 1, donc pas trop de problèmes d'approvisionnement, mais ça peut peut-être servir de benchmark pour ce qui peut arriver dans les mois à venir. Et vous voyez, la crise sanitaire, c'était quelque chose d'extraordinaire. On est monté à 4 écarts types. On n'avait jamais vu ça, donc aucun modèle ne pouvait le prévoir. Aujourd'hui, la situation du mois d'avril, c'est qu'on est dans une situation normale. Donc aujourd'hui, pas de problème d'approvisionnement. Et quand on questionne les chefs d'entreprise en France, effectivement, il y avait à peu près 60% des chefs d'entreprise qui disaient « j'ai des problèmes d'approvisionnement ». Aujourd'hui, c'est zéro. D'accord? Donc, un problème en moins. Ça devrait normalement faire remonter le moral des chefs d'entreprise. Donc, regardons le deuxième problème, les difficultés de recrutement. J'en dirai un mot un peu plus tard. D'accord? C'était monté à des niveaux extraordinaires. Maintenant, c'est en baisse. D'accord? Ça reste à des niveaux élevés, mais finalement, on est revenu un peu à une situation normale d'avant-crise. Donc, vous voyez, les problèmes d'offres qui freinaient complètement la production, aujourd'hui, se lèvent. Les chefs d'entreprise devraient avoir le moral. Ils ne l'ont pas parce que ce qui allait bien, maintenant, va mal. C'était ce qui allait bien, c'était les carnets de commandes qui étaient pleins à craquer. Maintenant, ils sont vides. Que ce soit dans l'industrie, dans le bâtiment, donc tout s'effondre. Et là, les chefs d'entreprise n'aiment pas ça. Quand il n'y a plus de demande, d'accord, même si vous n'avez plus de problème d'offre, mais à quoi ça sert? Je n'ai plus de carnet de commandes. Et ça, c'est important de le rappeler avant qu'on rentre dans les enjeux, parce que, vous voyez, si on se lance dans de l'austérité budgétaire, vous voyez, on nous parle de 110 milliards, donc 40 dès le prochain budget. Qui va le payer? Vous voyez, si ce sont les ménages qui le payent, ça va encore faire baisser la demande et donc avoir une incidence sur les carnets de commandes. Et si Donald Trump va plus loin dans la guerre commerciale, la demande extérieure aussi va chuter. Donc plus de demande intérieure, plus de demande extérieure. C'est peut-être ça qui mine le moral des chefs d'entreprise aujourd'hui. On en dira un mot. Quelle est la position? Et donc vous voyez très clairement, ça c'est en Europe, il nous disait très clairement les problèmes c'était l'approvisionnement et les recrutements, pas problème de demande. Maintenant, le principal frein c'est la demande, plus de problème d'offre. C'est pareil en France, je vais vite sur ces graphiques. Quel est le point de sortie en interrogation? C'est ça, c'est extrêmement important. Le gouvernement mise énormément là-dessus, donc je vais essayer d'expliquer. C'est en fait la surépargne des ménages. Donc vous voyez, je commente la France et après vous allez comprendre les autres pays. C'est quoi une surépargne? Vous voyez, la France, une année normale d'épargne en France, c'est 15% du revenu des ménages. Ça représente à peu près 250 milliards d'euros. Donc normalement, les ménages épargnent 250 milliards d'euros. Là, les ménages n'ont pas épargné 250 milliards, mais c'est 250 milliards plus 297 milliards. C'est gigantesque, d'accord? C'est-à-dire que cette surépargne, on la voit apparaître un peu partout dans les années Covid, c'est normal. On ferme l'économie, d'accord? On empêche les gens de consommer normalement, en fermant les commerces non essentiels, en empêchant le tourisme, et on leur maintient leurs revenus par des plans d'aide. Ah, mais vous avez une consommation empêchée, ça se traduit par une épargne, et une épargne très liquide, ça reste sur les comptes en banque ou sur des livrets A, parce que c'est la consommation qui est un peu empêchée. Ok, on pensait qu'une fois qu'on allait réouvrir l'économie, cette surépargne allait retourner dans l'économie. C'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis. Ils ont surépargné, on a réouvert l'économie, ils ont dépensé cette surépargne. Et ils font plus 12. Nous, on réouvre et on continue à surépargner. Ah, on fait plus 5. C'est-à-dire que tous les plans de relance, globalement, sont allés dans l'épargne des Français ou dans l'épargne des Européens et pas dans l'économie réelle.
Alors, vous voyez, c'est ça, c'est une énorme interrogation. Celui qui a la réponse, c'est une réponse à 1500 milliards. Il y a 1500 milliards d'euros, d'accord, en Europe de surépargne. Où vont aller ces 1500 milliards d'euros? Vous voyez, soit les ménages disent, allez, ok, je vais le relancer via la consommation. On verra, c'est très peu probable. Soit ça va retourner dans de l'immobilier. Ça, c'est possible. En fait, c'est juste une mise que je vais avoir maintenant en termes d'apport pour acheter un bien immobilier. Donc, le marché de l'immobilier va être soutenu. Soit ça va retourner pour financer les entreprises ou la dette publique. Mais vous voyez, ça, le gouvernement espère, d'accord, que 10% de cette surépargne, mais vous voyez, 10% de cette surépargne, c'est énorme. Hein. Vous voyez, ça vous fait 30 milliards, ça vous fait 1 point de PIB. 1 point de PIB va retourner dans la consommation. Ça va faire un boom pour la demande. Et donc, du coup, les entreprises ne vont pas licencier et vont continuer à investir. Oui. Moi, pourquoi je n'y crois pas, d'accord? Je n'y crois pas parce qu'aujourd'hui, le moral des ménages est au plus bas. Alors, pas au plus bas parce qu'effectivement, on était descendu plus bas, mais aujourd'hui, on est au niveau de morale des gilets jaunes ou du grand confinement. Pendant ces périodes-là, on ne consomme pas. D'accord? Donc les ménages sont extrêmement prudents et vous voyez la petite musique qu'on entend un peu tous les jours, on est en faillite, globalement il n'y aura pas de retraite, l'assurance chômage va... ça pousse à l'épargne, ça pousse pas à la consommation. D'accord? Et le fait qu'en plus en France on ait une incertitude politique, d'accord, on ne sait pas quel budget va être voté, on nous parle de 110 milliards en 5 ans, mais on ne nous dit pas qui va payer, ça encourage plutôt les ménages à épargner, plutôt qu'à désépargner. Et donc, le plus probable, c'est que cette surépargne, d'accord, reste figée dans des livrets A ou dans de l'assurance vie. Vous voyez, si ça va dans de l'assurance vie, alors c'est en fait la dette publique française qui va être financée par les ménages français. Donc, en gros, pas de risque de faillite. On dit de l'État. Dit autrement, le scénario catastrophe où cet argent, d'accord, ne va nulle part, c'est-à-dire ni dans financer l'État, ni financer les entreprises, ni dans la consommation, n'existe pas. Il y aura bien un moment donné cet argent qui va aller quelque part. Le grand risque avant Trump, c'est que cet argent aille aux États-Unis. D'accord ? Et effectivement, il y avait systématiquement chaque année à peu près 300 milliards qui partaient aux États-Unis parce que c'est là où il y avait de la croissance, c'est là où les high-tech faisaient du rendement. Depuis l'arrivée de Trump, c'est en sens inverse, c'est-à-dire que c'est des flux qu'on voit apparaître des États-Unis vers l'Europe. Et donc le scénario catastrophe, semble-t-il, en tout cas, il n'est pas pour cette année ni pour dans 2 ans. Ok, allons dans l'idée de la sortie du low cost. Moi, je pense que aujourd'hui, l'inflation, d'accord, qui est sans doute une raison pour laquelle on n'avait pas confiance, est en train de disparaître, mais ce n'est pas la bonne façon de voir les choses. Oui, l'inflation, vous pouvez très bien dire, allez, on cherchait l'inflation avant la crise, l'inflation est revenue, on a atteint 10, 11% d'inflation, et maintenant, ça y est, on est revenu à 2%, tout va bien. On est revenu aujourd'hui dans la situation d'avant-crise, tout va bien, les banques centrales ont fait leur travail. Allez, maintenant, on peut repartir comme avant, ça c'est dans le monde. Et au sein de la zone euro, notons la même chose, mais que la France est le pays qui a connu le moins d'inflation au cours de cette période. Ça c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, c'est encore le pays qui a le moins d'inflation. Donc sur la période, ça commence à s'accumuler. Pourquoi? Je pense que ce n'est pas la bonne façon de présenter les choses. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu une marge d'escalier qui s'est produite et je vais essayer de vous l'indiquer. Je pense que la meilleure façon de le voir, c'est avec ce graphique sur les matières premières. Partons de la base, d'accord? Les prix, c'est les matières premières qui ensuite se diffusent dans les prix de production et ensuite dans les prix à la consommation. Vous voyez, il faut, je pense, aujourd'hui arrêter de parler de taux de croissance. L'inflation, c'est le taux de croissance de ces prix. Il faut arrêter de parler de taux de croissance, il faut regarder le niveau des prix. Vous voyez, la sortie du modèle low cost, vous l'avez ici. Donc ça, c'est quoi? Ce graphique, c'est les 19 grosses matières premières qu'on échange tous les jours sur les marchés financiers. Il y a de l'alimentaire, il y a de l'énergie, il y a des matériaux précieux. D'accord? Avant la crise de 2008, vous voyez bien que ces prix, les prix de ces matières premières augmentaient régulièrement. Ok, c'était ça, l'inflation. On payait de plus en plus cher les matières premières. Ça faisait de l'inflation. Puis en 2008, il s'est passé une grande crise, choc de demande, les prix baissent, normal. Et puis l'économie repart, les prix repartent, mais vous voyez, ne récupèrent pas l'intégralité du point de départ et s'arrêtent à peu près à la moitié du chemin.
Et puis 2014, remarche d'escalier à la baisse. Vous voyez, on payait du coup beaucoup moins cher les matières premières, là, entre 2014 et 2019, qu'on les payait dans les années précédentes. Il y avait plutôt de la déflation sur ces matières premières. On payait de moins en moins cher les matières premières. Et puis après, il y a la crise sanitaire, choc de demande, les prix baissent, normal, l'économie se réouvre, et là, vous voyez, au lieu de s'arrêter ici, c'est ça, l'inflation, ça fait augmenter les prix jusque-là, et maintenant, ça se stabilise. Ok, on va maintenant atteindre les 2% chaque année, mais vous voyez, en atteignant 2% chaque année, on ne reviendra pas à ce niveau-là. Et cette marge d'escalier, vous voyez, aujourd'hui, elle est de 90%. Aujourd'hui, on paye quasiment 2 fois plus cher toutes les matières premières par rapport à l'avant-crise. Cette marge d'escalier, si vous l'avez en tête, vous allez la retrouver dans tous les graphiques sur « il faut bien qu'elle se diffuse partout ». Et donc, arrêtons de parler de taux de croissance, parce que vous voyez, si on parle de taux de croissance, on dit « mais non, mais c'est bon, les prix arrêtent d'augmenter ». On ne reviendra pas là. Mais s'il y a une marge d'escalier sur ces prix, il va falloir qu'il y ait une marge d'escalier sur les prix à la consommation. Il va falloir donc qu'il y ait une marge d'escalier sur les salaires, sinon il y a des pertes. Il va falloir qu'il y ait une marge d'escalier sur les taux d'intérêt. Il va falloir qu'il y ait une marge d'escalier partout. D'accord ? On est en train de changer de référence. C'est ça la sortie du modèle low cost. On va payer, je ne sais pas dire si c'est le juste prix, mais en tout cas, ça c'était un prix qui était en dessous de son vrai prix. Okay. Et donc, maintenant, on va regarder que les marges d'escalier. Et on va se comparer. D'accord ? Et c'est ça qui devient intéressant pour la France. C'est le seul point vraiment aujourd'hui où on sort vainqueur de cette crise. C'est que puisqu'on a eu moins d'inflation au cours de cette période-là, la marge d'escalier sur les prix est beaucoup plus faible que la marge d'escalier sur les prix dans les autres pays. Mais pas un peu. Vous voyez ? Au Royaume-Uni, la marge d'escalier sur les prix est 9% au-dessus. La marge d'escalier aux États-Unis, elle est 6% au-dessus. La marge d'escalier par rapport à la moyenne de la zone euro, elle est 3,5%. Et au sein de la zone euro, par rapport à l'Allemagne, elle est de 6%. Qu'est-ce que ça veut dire, des marges d'escalier plus faibles en France qu'ailleurs ? C'est que les salaires vont progresser moins en France qu'ailleurs pour compenser la hausse des prix. Et si les salaires progressent moins en France qu'ailleurs, ça va faire des gains de compétitivité pour l'économie française. C'est ça, en fait, Alors, je ne sais pas si le gouvernement a fait exprès, d'accord ? Mais en tout cas, aujourd'hui, ils le disent très clairement, ils ont mis en place un double CICE. Vous vous souvenez du CICE ? Pour eux, le fait d'avoir une stratégie différenciée des autres pays, ça va permettre aux entreprises européennes d'être plus compétitives au moment où il y a une grande guerre commerciale. Quelle a été cette stratégie ? D'accord ? Vous l'avez un peu illustré ici, mais je peux vous le dire. Vous voyez, quand vous êtes face à un choc énergétique gigantesque, d'accord ? Comment vous faites pour aider vos consommateurs et vos entreprises ? Soit vous dites, d'accord, l'inflation arrive, je te donne un chèque à toi consommateur pour le compenser, un chèque à toi producteur pour t'aider à produire plus. Ça, c'est la stratégie des Allemands, vous voyez, c'est la stratégie verte, d'accord ? C'est-à-dire que je donne des chèques. La stratégie française, c'est de dire non, moi je bloque les prix. J'empêche les prix d'augmenter, c'est-à-dire que c'est moi, État, qui paye directement le producteur d'énergie, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite ou la Norvège. D'accord ? Quelle est la meilleure stratégie ? Est-ce que c'est mieux de laisser l'inflation et donner un revenu aux ménages pour le compenser, ou dire en fait, je bloque les prix, je paye directement, donc du coup, je t'aide moins d'un point de vue du revenu, mais en fait, j'ai payé à ta place. Il valait mieux, d'accord, laisser filer les prix et donner des chèques. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que tu pouvais avoir une politique. Tu pouvais aider un peu plus des ménages modestes que des ménages aisés, des ménages ruraux que des ménages urbains, des entreprises qui étaient dans les secteurs en difficulté par rapport à des entreprises qui étaient dans les secteurs qui se portaient bien. Tu pouvais avoir une vraie politique. Là, quand tu fais un bouclier, c'est la même chose pour tout le monde. Donc, pas de stratégie. OK. Mais le point, à mon avis, qui est le plus central, c'est que quand vous faites un bouclier, vous ne savez pas que vous avez été aidé. Quand vous faites un chèque à quelqu'un, il sait qu'il a été aidé. Et on peut même lui rappeler, souviens-toi, tu as touché 300 € un jour. Quand tu fais un bouclier, moi je mets au défi n'importe qui dans cette salle de dire de combien j'ai été aidé pendant la crise énergétique. On ne peut pas le savoir. Vous voyez, il faut faire un raisonnement intellectuel qui est « Ah oui, ok, quand j'allais au supermarché, les prix étaient plus élevés qu'avant, mais moins élevés que s'il n'y avait pas eu de bouclier. » C'est pas possible. Pourquoi ça, c'est important ? C'est important parce qu'aujourd'hui, on nous demande un effort pour rembourser ça. Personne ne veut rembourser. Personne n'a l'impression d'avoir été aidé. Donc chacun dit non mais c'est pas moi qui ai été aidé. Je veux bien croire que tu es 6% de déficit, mais c'est pas à cause de moi.
Donc va chercher le mistigris ailleurs, va chercher les retraités disent non, c'est pas moi qui ai été aidé, va chercher les plus riches disent mais non, c'est pas moi. Personne ne pense avoir été aidé. Et donc aujourd'hui, il faut rembourser les déficits, d'accord? Personne ne dit non, c'est pas moi. Donc oui, c'était intéressant pour avoir une marge d'escalier et pour gagner en compétitivité dans les années à venir, mais on le paye très cher à court terme parce que personne ne veut payer le déficit, parce que personne n'a l'impression d'avoir été aidé. Okay. Bon, maintenant que vous avez compris la marge d'escalier, ben, allons-y. Donc vous avez compris que la marge d'escalier était inférieure en France qu'ailleurs, mais les marges d'escalier, vous en allez avoir partout. Elles sont les taux d'intérêt aussi. On avait des taux d'intérêt qui étaient à zéro. On ne payait pas au juste prix la monnaie. La monnaie aussi a un prix, c'est les taux d'intérêt. Ben non. Et ben là maintenant, il y a une marge d'escalier. Et vous voyez, cette marge d'escalier, c'est pas tellement la hauteur. On a déjà connu des taux d'intérêt à ce niveau-là. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est une vraie marge d'escalier dans le sens où il faut lever la jambe parce que d'un coup d'un seul, on est passé de 0 à 5%. C'est violent. C'est violent. Et quand c'est aussi violent, ben on se casse la figure. Vous voyez, on préfère prendre l'escalator. Si on avait dit, ah bah attends, on va y arriver progressivement, ben on aurait eu moins de problèmes. Là, c'était très violent pour calmer l'inflation, d'accord? Mais cette violence a joué des tours. Alors ça, c'est notre prévision. On pense que les taux d'intérêt vont encore continuer à baisser en zone euro, mais vont stabiliser en dessous de 2, alors qu'ils vont rester élevés. Donc il y aura un différentiel de taux d'intérêt. Et ça va quand même pousser normalement le dollar à la hausse, alors que Donald Trump veut pousser le dollar à la baisse, d'accord? Mais cette marge d'escalier différenciée, d'accord, va lui compliquer la vie. C'est pour ça qu'il est en guerre avec son banquier central, qui va renommer l'année prochaine, en 2026, en lui disant « Essaye, d'accord, de ramener des taux d'intérêt au niveau des taux d'intérêt européens ». Donc normalement, dans cette situation-là, il y a les États qui vous aident à passer cette marge d'escalier. Mais les États ont aussi une marge d'escalier. Les taux d'intérêt sur la dette publique aussi ont connu la même marge d'escalier. Mais vous voyez, c'est pas cette situation-là qui était normale. Cette situation où la France s'endettait à des taux négatifs. D'accord? C'était n'importe quoi. Chaque fois que l'État français allait sur les marchés financiers pour s'endetter, il gagnait de l'argent. Ok. Donc cette situation-là, là aussi, c'était low cost. Mais à l'époque, on nous disait, mais ça, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, où on est à 3%, on nous dit, c'est n'importe quoi aussi. Bon, c'est pas toujours n'importe quoi. Ça, cette situation-là était n'importe laquelle. Ok. Cette situation-là, c'est la situation normale. Quel est le taux, le vrai taux d'intérêt de l'État français, d'accord, à 10 ans? C'est un taux fixe à 10 ans. Hein. Ben, normalement, c'est simple. Vous voyez, selon les investisseurs, enfin les prêteurs à l'État français, ils se posent la question, quelle va être l'inflation au cours des 10 prochaines années? Ils nous disent 2. Quelle va être la croissance économique de la France au cours des 10 prochaines années? Bon, là, il y a débat. C'est entre 0,9 et 1,2. Ben, allez, prenons 1, c'est facile. 2 plus 1 égale 3. Donc le taux normal auquel devrait lever la France, c'est 3. On est à combien? À 3,17. On est au taux normal. Donc c'est pas... Aujourd'hui, les marchés financiers n'ont plus confiance dans la France. Pas du tout cela, vous voyez. C'est que les taux ont augmenté partout, d'accord? Alors peut-être un peu plus que l'Allemagne. Le fameux spread est passé de 0,5 à 0,7. Vous voyez la belle affaire. Vous voyez, on est qu'à 0,2. C'est aujourd'hui... on nous paye au juste prix. Là, pour le coup, on peut le dire. D'accord. Ça, c'était pas le juste prix. Maintenant, on est au juste prix. Ça veut dire qu'il faut vraiment maintenant utiliser l'argent public avec soin. D'accord. Avant, on nous faisait des gros cadeaux. Maintenant, on nous dit, tu payes au juste prix. Bah, du coup, il faut effectivement, 1 euro dépensé doit être bien utilisé. OK. Et aujourd'hui, vous voyez, ce que nous propose le gouvernement, c'est 110 milliards d'économies sur la dépense publique. Mais il faut vraiment que vous ayez ça en tête. 110 milliards d'efforts sur la dépense publique, ça ne veut pas dire que la dépense publique va baisser. Parce que ces 110 milliards, d'accord, de baisse de dépenses publiques, c'est pour faire la place à 110 milliards de dépenses ailleurs. D'accord ? C'est pour ne pas faire augmenter la dépense publique. Parce qu'aujourd'hui, quand on discute avec Bercy, ils nous disent il va falloir investir dans notre souveraineté médicale, industrielle. Quand vous baladez à Bercy, ils vous disent la prochaine crise, c'est une attaque cyber qui fonctionne. Vous voyez ? Et donc, est-ce que l'intérêt ne serait pas, d'accord, d'aider les entreprises à se sécuriser sur une attaque cyber? Donc, est-ce que ce n'est pas un bon investissement public? Il faut augmenter la recherche et développement, rapport Draghi. Il faut maintenant augmenter la dépense de défense. Avec la guerre en Ukraine. Il faut lutter contre les inégalités, le réchauffement climatique. La dépense publique va être énorme dans les années à venir. C'est pour ça qu'ils veulent faire des économies pour pouvoir faire la place, d'accord, à cette nouvelle dépense publique. Le deuxième
coup de cette sortie du modèle low cost, c'est attention à la montée des inégalités. Pourquoi? Parce que vous voyez, la marge d'escalier sur les prix, on l'a vu. Vous voyez que la marge d'escalier sur les salaires est plus basse. C'est-à-dire que oui, les salaires ont augmenté, mais moins que les prix. Aujourd'hui, vous voyez, un salarié peut très bien vous dire « merci pour l'augmentation, mais je m'en sors moins bien aujourd'hui qu'avant ». Ben oui, d'un point de vue très macroéconomique, c'est-à-dire en moyenne, oui, le salaire de base a moins augmenté que les prix. Et c'est quoi l'écart? 2 points. Mais c'est beaucoup 2 points. D'accord? Et pire, fait quand même qui va aggraver le sentiment de déclassement, c'est que le salaire minimum est indexé sur les prix. Donc lui, le salaire minimum ne connaît pas de perte de pouvoir d'achat. Et donc si les salaires progressent moins vite que le salaire minimum, ben, des personnes se sont fait rattraper par le salaire minimum. Et donc vous voyez, après 5-10 ans de travail, où tu étais au-dessus du SMIC, maintenant tu te retrouves au SMIC, tu te considères comme déclassé par rapport à la période d'avant-crise. Et on est passé de 12% de SMICard à 17% de SMICard. D'accord? Et c'est vraiment l'augmentation du SMIC qui a rattrapé un certain nombre de salaires. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les années à venir, oui, le salaire va progresser plus vite que les prix, mais c'est un rattrapage du pouvoir d'achat et pas un gain de pouvoir d'achat. C'est là où il va falloir un peu comprendre aussi ce que nous disent les salaires. Sinon, attention aux tensions sociales qui vont arriver. Ce d'autant plus qu'il y a eu des marges d'escalier sur le patrimoine. Vous voyez, le patrimoine, si vous regardez toutes les bourses, les actifs boursiers qui étaient ici avant la crise, maintenant sont 70% au-dessus. Vous voyez que les prix de l'immobilier qui étaient ici avant crise sont au-dessus, même s'il y a une petite baisse, mais globalement, ça reste au-dessus de 2019. Donc, les patrimoines augmentés, le revenu du patrimoine augmente, et vous avez ce fameux graphique qui est un peu inquiétant. C'est quoi ce graphique? C'est que oui, le pouvoir d'achat des ménages en moyenne a augmenté, mais attention, quand vous les classez en déciles de revenus, les 10% les plus modestes, les 10% les plus riches, vous voyez que dans cette période, qui a gagné les plus modestes, 0,3 chaque année, les 20% les plus riches, et que toute la classe moyenne a perdu. Cette classe-là, c'est quand même beaucoup de personnes, c'est 60% des Français, se disent « je suis trop riche pour être indexé et je ne suis pas assez pour bénéficier du revenu du capital ». Si vous mettez l'ajustement budgétaire sur ces catégories-là, il est possible que ça s'habille en jaune au bout d'un moment en disant « mais attendez, je ne vais pas tout payer, d'accord? Parce qu'eux ne veulent pas payer, parce qu'eux, on ne va pas leur demander de payer. Mais moi, j'ai déjà perdu depuis 3 ans, je n'ai pas envie encore de perdre. » Donc attention à ce graphique-là. Le troisième élément qui peut être un peu dangereux, c'est, bon là c'est pour le coup une prévision, c'est que selon nous, à l'OSCE, il y aura un retournement assez dur du marché du travail. Jusqu'à présent, c'était quand même le bon bilan. C'est malgré le peu de croissance au cours des 5 dernières années, on a créé énormément d'emplois. Donc si vous voulez avoir un ordre de grandeur, pour comprendre, vous voyez, je vais commenter que le total. Vous avez vu, on fait aujourd'hui, les entreprises dans le secteur privé ont 6,6% de production de plus, de valeur ajoutée de plus. D'accord? Normalement, compte tenu des gains de productivité, d'accord, ils n'auraient dû créer que 260 000 emplois. Ils en ont créé 1 million. Oui, ça c'est extraordinaire. C'est-à-dire que maintenant, pour produire 6%, globalement, il faut embaucher 6%. Il n'y a plus de productivité. Il n'y a quasiment plus de productivité. Ça, c'est ennuyeux de ne plus avoir de productivité, parce que c'est les gains de productivité qui font les gains de pouvoir d'achat. Dit autrement, le gouvernement ne parle pas de perte de productivité, ils disent on a enrichi la croissance en emploi. C'est-à-dire qu'avec peu de croissance, on crée beaucoup d'emplois. Mais c'est la même phrase qu'on a baissé la productivité. Ça sonne mieux de dire on a enrichi la croissance en emploi qu'on a baissé la productivité. Mais c'est la même chose. Et donc, restons sur le terme plus économique, c'est baisse de productivité. Dès que vous avez une baisse de productivité, il faut vous dire, mais il y a bien quelqu'un qui doit payer la baisse de productivité. Soit c'est les salariés qui vont avoir moins de salaire par rapport à l'inflation, soit c'est les entreprises qui maintiennent le pouvoir d'achat des salariés mais qui baissent leurs marges, soit c'est les finances publiques qui se dégradent, c'est l'État qui paye par du déficit. Jusqu'à présent, c'est les salariés qui ont perdu, on l'a vu, et c'est les finances publiques qui ont payé avec, on va voir, l'apprentissage et la zombification. Les marges sont restées inchangées. Mais ces deux
c'est les ménages et les entreprises qui ont payé disent c'est fini, on va arrêter de payer. Les salariés vont réclamer plus de salaire et l'État dit on va réduire les déficits. Et donc on va se retourner auprès des chefs d'entreprise pour dire est-ce que c'est toi qui prends cette perte de productivité? Et ce qu'ils nous disent dans les enquêtes, ils disent non, on va ajuster l'emploi à la valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on va refaire de la productivité et donc ça veut dire qu'on va détruire des emplois. Ok, c'est un peu ce que je vais vous montrer parce que globalement, comment on peut expliquer qu'on a trop de salariés? En gros, parce que l'État a financé l'apprentissage, il y avait 300 000 apprentis, on est monté à quasiment 1 million. Mais ça, c'est par des aides publiques. Il y avait 8 000 euros par apprenti, on est passé à 6 000, maintenant on va descendre à 5 000, on va le réduire progressivement. Et parce qu'on a eu la zombification de l'économie. Allez, un mot là-dessus, c'est que vous voyez, en temps normal, les défaillances d'entreprise, c'est à peu près 55 000. C'est la moyenne. Quand on est dans une période qui va bien, on peut descendre à 45 000. Quand on est dans une situation conjoncturelle un peu dégradée, on peut monter à 65 000. Là, vous voyez, ce qui est intéressant pendant la crise sanitaire, ça allait mal. On aurait dû avoir une explosion des défaillances. On a eu au contraire. Jamais on a connu aussi peu de défaillances. On est descendu à 28 000 défaillances en 2021, mais après 40 000 en 2020, 34 000 en 2000. On a accumulé, d'accord, des zombies. C'est-à-dire des entreprises qui auraient dû faire faillite, d'accord, globalement, on les a sauvées. Donc s'il n'y avait pas eu la crise, on serait sans doute resté aux alentours de 50, 60 000. On est descendu très bas parce qu'on a sauvé les entreprises qu'on voulait sauver et les entreprises qui auraient dû faire faillite. Vous voyez, donc quelle est l'évaluation selon nous des zombies? Vous l'avez là. On est monté jusqu'à à peu près 180 000 zombies. Vous l'avez par secteur, mais bon, vous l'aurez un peu plus précisément. Là aujourd'hui, la zombification est en train de se réduire. Mais vous voyez, on est encore, selon nos calculs, à 130 000 zombies. Donc si je reviens sur ce raisonnement-là, imaginons que la référence soit bien 55 000, et que les zombies disparaissent en un an, ce qui ne sera pas le cas, mais ça serait 55 000 plus 130 000. Donc vous voyez, normalement, on devrait rester sur des niveaux de 65 000. Bien sûr qu'on va gagner, on va battre record sur record, mais c'est juste du rattrapage par rapport à la situation normale. Et au fur et à mesure où les PGE vont se rembourser, c'est là où la mer se retire et que globalement, on voit qui a nagé nu. D'accord? Donc ça, c'est une phrase de Warren Buffett. D'accord? C'est pas de moi. OK. Donc, vous voyez, si vous m'avez compris, la situation va se dégrader. Parce que sans croissance économique ou une croissance molle, si on refait des gains de productivité parce que les zombies disparaissent, parce que l'apprentissage ralentit et parce que les entreprises ajustent, d'accord? Si vous faites 1,5 de productivité avec 0,5 de croissance, vous avez 1 de destruction d'emploi. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on attend, nous, à l'OFCE. Vous allez avoir 200 000 destructions d'emplois au cours des 2 prochaines années. Et le taux de chômage va remonter jusqu'à 8,3 progressivement. OK. Et donc là aussi, ça peut provoquer une tension sociale. D'accord? C'est le retour du chômage dans les années à venir. Le 4e prix, il y en a 5, c'est bientôt la fin. Le 4e prix, c'est la guerre commerciale. Donc vous voyez, la guerre commerciale, si vous voulez comprendre vraiment rapidement pourquoi tout de même les États-Unis ont raison sur le fond, ont tort sur la forme. Mais sur le fond, ils ont raison. Et d'ailleurs, Obama était rentré en guerre commerciale. Ensuite, Biden était aussi en guerre commerciale. Donc c'est pas que Trump, c'est pas l'administration Trump, c'est les États-Unis. Alors, essayons de comprendre. Vous voyez, globalement, ça, c'est les balances commerciales. Donc quand vous êtes ici, tout va bien, vous êtes excédentaire, vous exportez plus que vous n'importez. Quand vous êtes ici, c'est l'inverse, vous êtes déficitaire, vous importez plus que vous exportez. D'accord? Tout le monde aimerait être ici. Mais on ne peut pas tous être excédentaires. C'est un jeu à somme nulle. S'il y a un excédent quelque part, il y a un déficit ailleurs. Quand je consolide, ça fait 0. Là, ça ne consolide pas parce que j'ai mis que 4 zones. Il faudrait mettre tout le monde. Mais allez, croyez-moi, au bout du compte, à part le jour où on exporte sur la Lune, d'accord? Mais là, tant qu'on exporte entre nous, ça fait 0. OK. Donc, ça veut dire que quand vous êtes excédentaire, vous provoquez un déficit et donc un déséquilibre. Et le deuxième rappel de la guerre commerciale, c'est que normalement, vous ne pouvez pas durablement rester ici ou là, sans manipuler votre change. Normalement, c'est le change qui rééquilibre. Quand vous êtes excédentaire, votre monnaie s'apprécie par rapport à la monnaie qui est déficitaire jusqu'à ce que ça rééquilibre. OK. Donc, vous voyez, quand vous regardez ce graphique, vous dites, bon, allez, jusqu'en 2008, quelle était la zone qui déséquilibrait le monde? C'était la Chine. Oui, la Chine, ici, veut rentrer dans l'OMC. On dit, non, tu as trop d'excédents, c'est pas possible. Bon, d'accord, je fais un effort. Et donc, je vais
en 2001, ils disent bon, c'est bon, j'ai assez réduit. On lui dit bon, d'accord, tu as assez réduit, rentre dans l'OMC, bim, ils font 10 points. Oui, effectivement, les 10 points d'excédent chinois, on les retrouvait, parce que le PIB chinois c'est énorme, donc 10 points de PIB chinois, on les retrouvait aux États-Unis, au Royaume-Uni. Donc oui, la délégation anglo-saxonne, à l'époque, allait voir la délégation chinoise en disant attention, tu manipules ton change, on va t'exclure. Vous voyez que l'Europe, à cette époque, était parfaite. Des fois déficitaire, des fois excédentaire, mais elle ne déséquilibrait pas. Ce qui est étonnant, c'est que depuis 2008, la Chine a fait des efforts. L'excédent chinois a fondu comme neige au soleil, même s'il reste excédentaire, donc ils sont encore sous-évalués. Et vous voyez que les déséquilibres anglo-saxons n'ont pas trop bougé. Pourquoi ? Parce que la zone qui était pile à l'équilibre devient excédentaire et durablement excédentaire. Et c'est un gros paquet, la zone euro. D'accord ? Donc un point de PIB européen, c'est beaucoup. Et donc, oui, Obama, Trump, Biden, ils étaient tous en disant attention, vous manipulez quelque part le change. Et ils ont raison. D'accord ? Globalement, vous voyez, l'euro devrait valoir 1,35. Il est à combien ? Il est à 1,10, 1,13, là aujourd'hui à 1,14. Il est sous-évalué. Donc oui, Trump a raison sur le fond. On devrait normalement, compte tenu de nos excédents, être à 1,35. Après, les tarifs douaniers, c'est la pire des façons de le gérer. Et la façon dont ils gèrent les tarifs douaniers, c'est sans doute la pire façon de gérer les tarifs douaniers. Mais sur le fond, d'accord, ils ont raison de dire qu'on a trop d'excédents, nous, Européens, et eux, Chinois. Et donc, globalement, quand on regarde pourquoi on a trop d'excédents, c'est pas la France, hein, ça c'est sûr. La France est même légèrement déficitaire, mais c'est le seul pays de la zone euro. Tous les pays de la zone euro sont excédentaires. On ne peut pas tous être excédentaires. D'accord ? Et vous voyez, vous avez des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas qui sont entre 6 et 8 depuis des années. C'est trop. Si on est un petit pays, on peut le faire. Mais quand on est l'Allemagne, un gros PIB, si on dit on veut 6, 8 points de PIB, ça se voit. C'est pas possible. Pourquoi ? Parce que la démographie est en baisse. Vous voyez, quand vous voyez la démographie, vous voyez, nous en France, on doit faire une réforme des retraites parce que, vous voyez, dans les projections des démographes qui vont jusqu'en 2070, d'accord, globalement, hors effet immigration, d'accord, on va perdre chaque année 25 000 actifs. Donc 25 000 actifs chaque année, ça va rendre plus facile la baisse du chômage à venir, mais plus difficile le financement des retraites. Mais quand vous voyez le choc allemand, ils ne vont pas perdre 25 000 chaque année, ils vont perdre 250 000 chaque année. Donc pour eux, le problème, ce n'est pas le chômage. Même sans croissance économique, le chômage ne bouge pas parce qu'ils perdent plus de personnes, d'accord, chaque année. Donc pas de problème de chômage. En revanche, comment je finance ma retraite ? Bon, ils travaillent déjà jusqu'à 68 ans, ils ne vont pas les faire travailler jusqu'à 80, c'est pas possible. Du coup, ils ont une autre stratégie, c'est je dégage des excédents que je place dans des fonds de pension norvégiens, américains, et qui financent mes retraites. Donc j'ai fait mes calculs, il me faut 8 points de PIB d'excédent structurel de mon commerce extérieur chaque année. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous pouvez le faire une année, 2 années, mais vous ne pouvez pas le faire jusqu'en 2070. Vous ne pouvez pas dire jusqu'en 2070, il me faut 8 à 10 points d'excédent. Ou alors, il faudrait que quelqu'un dise « Ok, je veux bien être ton déficit ». Plus personne ne veut l'être. Le Royaume-Uni a dit non, les États-Unis disent non, les Chinois disent non. Personne ne veut être les déficits des excédents allemands. Donc, il faut que nos amis allemands trouvent une autre stratégie, d'accord, pour financer leur retraite. Il faut que ce soit sans doute une stratégie plus européenne. Mais par le commerce extérieur, ça déséquilibre beaucoup trop le monde. Et c'est nous qui provoquons cette guerre commerciale. Alors, la stratégie de Trump qui est de dire, vous voyez, les tarifs douaniers qui n'ont eu de cesse de baisser depuis les années 30. Ouais, il les augmente de façon drastique. Bon, c'est trop violent. Là, la marge d'escalier, elle est trop grosse. On ne va pas la passer. Donc après, bien sûr, c'est sur la Chine où la marge d'escalier est la plus importante. Et que le 23% d'aujourd'hui, enfin, c'est le 23% qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Il y a eu la pause, on est à 15,4 aujourd'hui. Mais c'est le 23 qu'il a en tête. Ce qu'il y a de sûr, d'accord, c'est qu'on ne reviendra pas. On ne reviendra pas ici. Ce que nous propose Trump, c'est qu'il utilise les barrières douanières pour dire une partie, c'est pour financer mon déficit, qui est abyssal. Et puisque je vais baisser les impôts dans mon pays, il me faut des recettes supplémentaires. Et une autre partie, c'est pour régler le problème de commerce extérieur. Donc, un instrument pour 2 objectifs, c'est pas optimal, mais c'est son idée. Donc lui, il dit, en gros, je vais négocier, mais j'aimerais bien revenir à 10. Mais on ne reviendra pas à 0. Donc là aussi, il y aura une marge d'escalier, d'accord, sur les prix qui seront dus à ces tarifs douaniers. Alors, quoi qu'il en soit, de toute manière, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'OMC, c'est terminé. D'accord. La façon dont on avait
créer notre modèle de croissance avec l'extérieur est fini. Alors, on avait ces règles de l'OMC, et on faisait de temps en temps des règles un peu différenciées s'il y avait un accord, mais il y avait les mêmes règles pour tout le monde. Pourquoi je peux dire qu'avec certitude que l'OMC c'est terminé, alors que ça existe toujours? Mais vous voyez, il y a des règles, elles existent toujours, mais il n'y a plus le gendarme pour faire respecter les règles. C'est-à-dire que le gendarme de l'OMC, c'est l'organe des règlements des différends. L'organe des règlements des différends de l'OMC, ce sont des juges, d'accord? Et depuis Trump version 1, d'accord? Donc depuis 2018, les 2 juges allemands n'ont pas été nommés. Tant que les 2 juges américains n'ont pas été nommés, tant que les juges américains ne sont pas nommés, il n'y a pas, d'accord, de gendarmes de l'OMC. Mais vous voyez que Biden est passé par là, il ne les a pas nommés non plus. L'administration américaine ne veut plus, d'accord, que l'OMC existe parce qu'ils disent vous ne les respectez pas de toute manière. Vous avez des excédents excessifs. Ça veut bien dire vous ne respectez pas les règles de l'OMC. Alors après, bon, vous n'êtes pas sanctionné pour des raisons X ou Y, mais on va revenir là-dessus. D'accord. Donc dites-vous bien, oui, les règles existent, mais il n'y a plus de gendarmes. Bah, arrêtez-vous au feu si vous avez envie de vous arrêter. D'accord. Les Américains disent nous, on ne les respecte plus. Les Chinois disent nous, on ne les respecte plus. Plus personne ne les respecte. Il n'y a que les Européens qui veulent respecter ces règles. OK. Pourquoi pas. Ce que nous proposent les États-Unis, c'est dire maintenant on va marcher par bloc. Il y aura 3 blocs. Le bloc américain, d'accord, avec le Canada, le Mexique, d'accord. Le bloc chinois, en fait, le bloc chinois, c'est les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, South Africa, auxquels on a rajouté 6 pays, mais en fait que 5, parce que l'Argentine de Milei est allée s'allier dans le bloc américain. Bah, allez. Mais en gros, c'est le Sud global. Bon, le Sud où il y a la Russie, donc c'est un drôle de Sud, d'accord. Mais c'est 46% de la population. C'est un très gros bloc, d'accord. Donc eux vont faire leurs règles avec leur monnaie, eux vont faire leurs règles, ils vont peut-être créer leur propre monnaie, et bah, est-ce que nous, Européens, on fait notre propre bloc? C'est ça la question. Est-ce qu'on se rallie aux États-Unis, d'accord, ou est-ce qu'on fait notre propre bloc? C'est la question de Trump. Trump nous dit, si vous faites votre propre bloc, ce qu'on va vous demander, c'est si un investissement étranger provient du bloc américain, il doit être mieux reçu que s'il provient d'un bloc chinois. Sinon, c'est fini le parapluie militaire de l'OTAN. D'accord? Donc, soit vous nous faites un prix, d'accord, par rapport aux Chinois, enfin au bloc chinois, soit c'est terminé, vous vous débrouillez, et d'un point de vue militaire. OK. Quoi qu'il en soit, on va continuer à commercer avec eux, mais avec des tarifs douaniers, des règles qui sont au-dessus des règles de l'OMC. Donc du coup, il y a encore une marge d'escalier à venir sur les prix. D'accord ? On ne reviendra encore moins au prix d'avant-crise avec un commerce par bloc versus un commerce via OMC. Le dernier prix, d'accord, c'est la transition écologique. Donc là, la question que se posent les économistes, ça va toujours dans les deux sens, c'est se dire, est-ce que la croissance provoque du réchauffement climatique? Et le deuxième sens de causalité, c'est est-ce que le réchauffement climatique est bon pour la croissance? Sur le premier sens de causalité, il n'y a pas beaucoup de négationnistes chez les économistes, en tout cas d'un point de vue académique. Oui, toutes les études indiquent que la croissance provoque du réchauffement climatique, mais moins qu'avant. 1 point de croissance aujourd'hui émet moins de CO2 qu'un point de croissance il y a 5 ans, 10 ans. Donc il faut continuer à aller vers le zéro CO2, mais que globalement, d'accord, on continuera avec la croissance à émettre du CO2. Donc les études intéressantes vont plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire est-ce que, d'accord, le réchauffement climatique est bon pour la croissance? Et là, les études académiques nous disent très clairement, ça dépend. Ça dépend de quoi? Du niveau de température. Si on part d'un niveau bas, un réchauffement supplémentaire, ça peut être bon pour la croissance. Quand tu pars d'un niveau de température élevé, un point de température en plus peut provoquer des externalités négatives. Une fois que vous avez compris ça, vous allez voir les cartes. Donc je vais vous montrer la carte de 2015, puis la carte de 2019, puis la carte de 2024, et vous allez voir que ça se dégrade. D'accord? Mais globalement, quand c'est rouge, c'est pas bon. Quand c'est bleu, c'est bon. Ben oui, puisque ça dépend de la température initiale. D'accord? Et donc, vous voyez, ben là, il y avait bien une fracture qui est là. Et vous voyez, la France, l'Europe, c'était plutôt dans le bleu ciel. En 2015, on disait le problème du réchauffement climatique, en termes de croissance, ça va toucher le Sud. Mais allez, à partir de l'Europe, c'est plutôt même positif. Et puis la carte de 2019, aïe, on commence à devenir orangé. Et puis la carte de 2024, ouais, on commence à passer dans le rouge. Et vous voyez, plus ça va, plus finalement la fracture nord-sud monte tout de même.
Donc soit vous regardez ces cartes et vous dites oui, c'est quand même une question de PIB, mais ce que nous disent les démographes depuis 2015, c'est arrêter avec le PIB, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est les flux migratoires. Ces gens-là, d'accord, alors maintenant ça va être de plus en plus nombreux, gardons cette carte, c'est assez dense, alors pas trop l'Australie, mais ici il y a beaucoup de monde, et si c'est rouge, c'est qu'il y a des tsunamis, des tremblements de terre, il fait 50 degrés, en fait on ne peut plus vivre. Et donc ces populations-là, elles ne vont pas rester ici, elles vont monter progressivement. Et donc la question n'est pas le PIB, c'est comment on va recevoir ces populations et comment on va essayer de les absorber et de vivre ensemble. Et c'est ça qu'on va laisser à nos enfants. Ça, c'est des cartes qui se projettent à l'horizon à peu près 2080-2090. D'accord ? Donc c'est pas pour demain, mais c'est ça le monde de demain qu'on laisse aux enfants, c'est le soin de gérer ces flux migratoires. Donc soit on fait en sorte que ces cartes n'existent pas, et donc en gros on va aider ces populations-là à rester chez elles. Si elles veulent monter, ce sera du choisi, mais pas du subi. Mais ça a un coût. Quel est le coût ? D'accord ? Ou alors, en gros, et j'en ai terminé, il me reste 2 slides, c'est soit on se dit, allez, ça c'est la stratégie européenne. Il nous dit, il y a 3 leviers pour y arriver. Il faut bannir tous les combustibles fossiles, c'est-à-dire ne plus utiliser une goutte de pétrole, de charbon, de gaz naturel, allez, à l'horizon 2030-2035. OK. Mais ça ne va pas suffire. Il faut aussi investir dans des structures qui sont moins énergivores. Et donc, on va demander aux ménages de faire des efforts dans la voiture, dans la façon de se chauffer. Donc là, il y a des équipements, il y a un coût pour le faire énorme, parce que vous avez investi, vous entreprise ou vous ménage, dans une voiture ou dans un équipement, d'accord ? Ça va valoir 0. Et on vous dit, il faut que tu investisses dans un autre équipement qui coûte très cher et qui est moins productif. OK, mais on va nous demander de le faire. Okay. Et ça ne va pas suffire, il va falloir mettre aussi, nous dit la Commission européenne, une dose de sobriété. Et on va nous demander de réduire nos déplacements, de nous inciter au transfert modal, d'aller vers une économie plus circulaire que linéaire. Okay. Et c'est vraiment à ces 3 conditions qu'on va arriver, d'accord, à nos engagements. Donc ça, c'est les leviers. Les incitations pour le faire, il y a des incitations qui sont un peu catastrophiques, c'est la réglementation. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment l'incitation européenne jusqu'à présent. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait ni budget, ni fiscalité. Vous voyez, vous demandez à un commissaire européen, et vous leur dites, tiens, donne des incitations aux Européens pour réduire leur consommation. Ils disent, OK, j'accepte la mission. Mais quelles sont mes armes ? J'ai droit à un impôt ? Ah ben non, tu n'as pas droit à un impôt. OK. J'ai droit à des subventions ? Ah ben non. J'ai droit à quoi ? À de la réglementation. Ah ben je vais le faire. D'accord ? Donc il ne faut pas non plus être surpris. Quand tu n'as qu'une seule arme, tu l'utilises à fond. OK. Et nous en France, en plus, on rajoute de la réglementation à la réglementation. Bon, là, on est allé trop loin. Van der Leyen, la présidente de l'Europe, a sifflé la fin du jeu en disant, bon allez, on arrête. Et on va aller vers les 2 autres instruments. Donc il y aura effectivement des subventions. D'accord ? Pour la France, vous voyez, c'est ce que propose Mario Draghi, 800 milliards par an. 800 milliards par an. D'accord ? De dépenses publiques pour aider les Européens à rénover leur logement, changer de vecteur de chauffage, en acquisition de véhicules électriques et aux entreprises d'aller dans des structures moins énergivores. 800 milliards. Pour la France, d'accord, par an, c'est 60 milliards. Le vrai chiffre, c'est 66. D'accord ? Oui, c'est beaucoup. 66 milliards par an pendant 10 ans. Vous voyez, la dépense publique ne va pas baisser. D'accord ? Et donc, puisque vous faites ça, d'accord, il y aura forcément un impôt aussi. Alors en fait, il y en aura 2. Et je m'arrête sur ces 2 bonnes nouvelles. D'accord. Il y aura forcément un impôt qu'on appelle une taxe carbone, mais une taxe carbone, c'est pas fait pour financer cela. Une taxe carbone, c'est fait pour changer votre comportement. Le prix du produit qui pollue, il est assez bas par rapport au prix du produit qui ne pollue pas. Le gouvernement va mettre une taxe carbone pour que le prix du produit qui pollue soit au-dessus du prix du produit qui ne pollue pas. Une belle marge d'escalier. Les prix vont augmenter. OK. Vous allez me dire, mais comment les modestes qui allaient acheter ce produit-là vont pouvoir se payer ce produit-là ? C'est les recettes de cette taxe carbone, elles ne partent pas en Norvège cette fois-ci, elles restent chez nous. Et donc ça sera redistribué à des ménages qui n'ont pas d'autre choix que aller sur ces produits-là. OK. Donc la taxe carbone, ce n'est pas fait pour aller financer le déficit, c'est fait pour aider les ménages à y aller. Ce n'est pas évident, mais c'est ça. Et il y aura un impôt pour financer les 66 milliards par an.
En gros, le plan du gouvernement, alors pas celui-ci, mais le gouvernement avant la dissolution était assez clair. OK, 66 milliards chaque année, la moitié, c'est la génération future qui va la payer. D'accord ? C'est normal, on le fait en leur nom. OK, donc de la dette publique. L'autre moitié, 30 milliards, eh ben on fait moite-moite. 15 milliards sur la dépense publique de réduction, 15 milliards sur les impôts, pour que tout le monde y contribue. Les ménages modestes par la dépense publique en moins, les ménages aisés par l'impôt en moins. Allez, je vous dis peut-être en 1 minute, et c'est ma dernière phrase, quel est l'impôt qui est en haut de la pile, si ça vous intéresse. D'accord. Alors, c'est pas parce qu'il est en haut de la pile qu'il va avoir lieu, parce que c'était un impôt qui devait sortir quand Elisabeth Borne était Première ministre. D'accord. Maintenant, bon, je ne sais plus si c'est... Mais en tout cas, il était très très haut. Vous voyez, la question qu'on nous posait, c'est il faut 15 milliards chaque année pendant 10 ans, donc 150 milliards. C'est beaucoup, hein. 150 milliards. La question qui nous posait à nous, économistes, c'était est-ce que vous avez une idée d'un impôt qui nous rapporterait 15 milliards chaque année, mais de façon sûre, et qui ne touche pas les modestes, parce que les modestes vont payer par 150 milliards de réduction de la dépense publique. Okay. Moi, pour être franc, je n'avais pas trouvé l'impôt qui ne faisait pas changer de comportement. Vous voyez, si vous mettez un ISF vert, admettons, bah, la première année, tu vas récupérer 15 milliards, et la deuxième année, le ménage va optimiser, va aller en Belgique, va aller ailleurs. L'année suivante, tu n'auras pas forcément 15 milliards, et l'année encore suivante, tu n'auras pas encore 15 milliards. Et donc, du coup, tu n'auras pas financé tes 15 milliards de façon sûre. L'économiste très malin qui a eu une idée, qui a séduit notamment Emmanuel Macron, c'était de dire, en fait, on va le calculer sur le passé. C'est une facture que tu vas avoir. Donc, allez, je vous dis le raisonnement. Le patrimoine des Français, le patrimoine financier, le patrimoine immobilier a déjà été suffisamment taxé. D'accord ? Il y a l'IFI qui est encore là. Le patrimoine financier des ménages, en France, c'est 4 700 milliards d'euros. Si je prends les 10% les plus riches, c'est 3 000 milliards. Donc, cet économiste dit, bon voilà, les 10% les plus riches, c'était en 2024, donc il prenait 2023. En 2023, les 10% des ménages les plus riches ont un patrimoine financier, d'accord, de 3 000 milliards. Vous cherchez combien ? 150 milliards. Ben, on va leur prendre 5%. On leur dit, ben voilà, tu me dois 5% sur ton patrimoine financier. Ça fait 150 milliards et je te laisse 10 ans pour me les payer. Donc, cas de figure très particulier. On rentre dans les 10% les plus riches à partir du moment où on a 150 000 euros de patrimoine financier. Donc, dès que vous avez une assurance vie qui a 150 000 euros, admettons, vous êtes dans les 10% les plus riches. Donc, le gouvernement va dire, tu me dois 5%, c'est-à-dire 7 500. Tu as 10 ans pour me les payer, 750 euros chaque année. Donc, tu t'acquittes des 750. Ça ne sert à rien d'aller en Belgique. Ça ne sert à rien de changer et de transformer ça en patrimoine immobilier. C'est sur le passé, tu me les dois. Et on te retrouvera, quoi qu'il arrive. OK. Donc, du coup, je suis sûr d'avoir les 150 milliards. Donc, puisque je suis sûr d'avoir les 150 milliards, je vais mettre 600 milliards sur la table. C'est ça le pendant. Et le problème, c'est que Bruno Le Maire n'était pas d'accord. Donc, on n'a pas fait cet impôt. Donc, on n'a pas fait ces 600 milliards. Et aujourd'hui, la Banque de France a mis à jour et dit c'est plus 600 milliards qu'il nous faut. Plus on attend, plus la facture augmente. Et on est maintenant aujourd'hui à 810 milliards. D'accord ? Parce que ça va très vite. Et donc, il va falloir refaire des calculs en disant 800 milliards, allez, 400 en dette, 400 entre nous, 200 en dépenses, 200 en impôts. Donc, oui, il va falloir trouver un autre impôt. Merci pour votre écoute.